19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Karim, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui dure maintenant depuis de longues années. Je fais référence, Karim Zeribi, au contrôle d'identité discriminatoire. Alors, une pratique dénoncée par le défenseur des droits. C'est la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, qui a donc condamné la France. C'est inédit ce qui se passe, Karim Zeribi. Inédit. Pour contrôle d'identité au faciès. Et on peut même dire que c'est une première, Karim Zeribi. C'est à la fois inédit et c'est une première. Je vous donne la parole. Les contrôles au faciès ont toujours existé, vous l'avez dit. Mais ils se sont amplifiés. C'est un rapport de la médiatrice de la République qui en atteste. Quand on a un faciès d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, on est 4 fois plus contrôlé que les autres. Quand on est noir, couleur de peau, on est 6 fois plus contrôlé que les autres. Et quand on est maghrébin avec une tenue qu'on qualifie de banlieusard, 7,8 fois plus contrôlé que les autres. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, d'autant que en 2016, il y a presque 10 ans, 16% des personnes qui étaient interrogées disaient se sentir victimes de contrôle au faciès. En 2025, 9 ans plus tard, c'est 26% des personnes qui prétendent avoir subi un contrôle au faciès. Et quand on parle des palpations, parce qu'il y a le contrôle au faciès, puis derrière il y a les palpations quand les policiers décident de passer à la fouille, voir si une personne détient sur elle donc, des armes ou des produits stupéfiants. Donc il y a une démarche de palpation. Là on est sur des chiffres qui sont exorbitants, puisque on avoisine les 20 fois plus de palpations pour les personnes au faciès maghrébin d'origine subsaharienne. C'est un véritable problème, et vous savez que moi je défends souvent la police nationale. Je défends la police nationale parce que ces femmes et ces hommes qui sont dans la police nationale aujourd'hui exercent un métier extrêmement difficile. Et comme dans toute corporation, il y a des gens bien, puis il y a des gens moins bien. Comme dans toute corporation, il y a des brebis galeuses, des gens qui ne respectent pas les codes de déontologie. Et je pense que c'est peut-être ceux-là qui abusent de leurs prérogatives et de leur pouvoir. Et ils abusent de leur pouvoir en contrôlant un jeune qui serait au volant d'une voiture récente, en pensant que ce jeune, parce qu'il est d'origine maghrébine d'Afrique subsaharienne, ne peut pas avoir une jolie voiture, une voiture récente. Et sous-entendu, il ne peut pas travailler, être honnête, pour se payer cette voiture. Dans les gares, énormément de jeunes sont contrôlés aussi par rapport à une tenue vestimentaire, le survêtement, qui est signe, encore une fois, d'une tenue qui est qualifiée à défaut et à tort, d'une tenue de jeune capable de ne pas avoir un comportement très respectueux avec les règles. Et ça fracture notre société. Ça fracture notre société parce que ces discriminations au faciès, on les retrouve dans l'accès à l'emploi. On les retrouve dans l'accès au logement. En fait, on voit bien que notre pays, finalement, avec sa diversité de patronymes, cette diversité de faciès, a du mal à créer de la cohésion. Il a du mal à créer de la cohésion parce qu'il exclut une partie de la population de fait. Moi, que l'on aille contrôler des gens qui sont pris sur le fait, à l'évidence, c'est le travail des fonctionnaires de police, des forces de l'ordre. Si une caméra de vidéosurveillance indique que telle ou telle personne, je dirais, sans distinction de couleur de peau, commet un vol, une agression, il est normal que la police fasse évidemment son travail, parce qu'elle est là d'abord pour servir et protéger. La police nationale, c'est quand même, il faut le dire, je dirais l'adage de la police, la promesse de la police. Mais lorsque vous contrôlez un jeune parce qu'il est jeune, un jeune parce qu'il est noir, un jeune parce qu'il a une gueule d'arabe, là, c'est plus servir et protéger. Là, je pense que ça provoque des fractures, parce que derrière, peut-être que d'un jeune honnête, vous allez en faire quelqu'un de frustré. Quelqu'un de frustré qui va en vouloir à la terre entière, en pensant que finalement, il n'a pas sa place dans la société.
en pensant que finalement, mais on ne le voit que sous le sceau potentiel d'un délinquant. En pensant que je ne suis pas français finalement. Donc on me considère comme un étranger dangereux, irrespectueux des règles. C'est le danger de l'essentialisation. C'est le danger de généraliser. Et sur quelques sujets que ce soit. Quand on dit les fonctionnaires sont feignants, moi, jamais je n'abonderai dans ces généralisations. Il y a des fonctionnaires feignants, puis il y a des fonctionnaires qui font un travail remarquable, extrêmement difficile, dont nous avons besoin dans les hôpitaux, la police nationale, j'en parlais, l'éducation nationale, ce sont les sapeurs-pompiers, ce sont des femmes et des hommes dont nous avons besoin, dont nous devons saluer le travail. Et parmi ceux-là, il y a des feignants, à l'évidence, mais dire les fonctionnaires sont des feignants est inacceptable. Les juifs sont des radins. Vous savez, les juifs, il y a même une expression qui dit les juifs ils sont avares. Non, arrêtez, il faut qu'on arrête. Les juifs, il y a de tout, comme pour les musulmans, comme pour les catholiques, comme pour les bouddhistes, comme pour les athées. Il y a des radins, il y a des gens généreux, il y a des gens formidables, il y a des personnes détestables, mais comme partout. Donc moi, ma grand-mère disait toujours, c'est ce que disent les grands-mères, il faut parfois le ressortir avec des mots simples et des phrases simples. Il y a des bons et des mauvais partout. Donc, et je pense qu'il faut qu'on ancre ça dans la tête de tout le monde. Il y a des bons et des mauvais partout. Donc chez les fonctionnaires de police, il y a des bons, mais il y a aussi effectivement des gens qui abusent de leur pouvoir, de leur position, de leur tenue, de leur statut, de leur assermentation, et qui parfois se comportent de manière odieuse. Le tutoiement par exemple. Le tutoiement quand vous contrôlez quelqu'un, mais c'est insupportable. Je vois pas pourquoi on tutoierait un jeune ou un moins jeune lorsqu'on le contrôle. Et souvent, ces fonctionnaires de police-là, dont on parle, cette minorité, je veux croire que c'est une minorité, qui abuse de son statut. Cette minorité, elle tutoie les jeunes, parce qu'il est jeune. Oh, viens là. C'est ce qu'on regrette du qu'est-ce que tu fais, qui tu es, où tu vas, comment tu te prends pour qui? Mais il faut qu'on arrête avec ça. Si on veut qu'un jeune respecte la police, il faut que la police respecte un jeune. Donc, monsieur, vous allez où? D'ailleurs, avec les gendarmes, le contrôle se fait différemment. Les gendarmes sont des militaires de formation. Il y a une forme de rigueur et d'exigence qu'on retrouve peut-être moins dans la police nationale. Donc la police nationale, c'est plus des gens de la société civile dans leur formation. Alors que les gendarmes, c'est une formation militaire rigoureuse, exigeante. Monsieur, bonsoir monsieur, contrôle des papiers s'il vous plaît. Voilà, donc vous éteignez le moteur, le contact. Donc voilà, c'est poli. Celui qui ne respecte pas un contrôle lorsqu'il est effectué comme ça, effectivement, je peux comprendre que la police ensuite passe à l'étape suivante en se disant comment je lui demande de me présenter ses papiers d'identité poliment, correctement, et qu'il ne s'exécute pas. Karim, je vous interromps, je suis désolé parce qu'il faut qu'on lance la pause. Et je vous laisse finir si vous voulez bien tout de suite après. J'ai entendu précisément, Karim Zeribi, ce que vous nous avez dit sur la Cour européenne des droits de l'homme, et surtout que c'est montre que ce contrôle au faciès discriminatoire, c'est depuis 2015-2016, c'est monté crescendo. Vraiment, il y a eu une poussée de... Quasiment doublé. Doublé, voilà. Alors, ma question est très simple, Karim Zeribi. C'est la première fois que la France est condamnée pour ce motif. Est-ce que cela ne risque pas de l'entacher davantage ? Mais à l'évidence que quand vous avez un grand pays comme la France, qui est le pays des droits de l'homme, qui a connu des séquences lumineuses dans son histoire, je pense au siècle des Lumières, je pense à la Révolution française, ce pays qui est tant envié, admiré par son rayonnement culturel, par sa langue, par ses auteurs, c'est un grand pays la France. Quand vous entendez de l'étranger que la France, il y a de plus en plus de discrimination, qui a une forme de racisme décomplexé, qui a une islamophobie grimpante et galopante, qu'on stigmatise les femmes qui portent le foulard parce qu'elles portent le foulard alors qu'elles ne gênent personne et elles sont respectueuses des règles, elles ne font aucun prosélytisme, mais qu'on les montre du doigt en permanence, maman pour accompagner les enfants en sortie scolaire, jeunes qui veulent faire du sport, universitaires, maintenant le débat se pose sur la voie publique. Il y a des partis qui osent dire sur la voie publique il faudra peut-être l'interdire. Donc en fait
fait, donc c'est le abat le voile de Bruno Retailleau, c'est la chasse aux femmes qui portent le foulard. Alors que les femmes qui portent le foulard, d'abord, il y en a toujours eu, et des catholiques le portent, et le portaient, des juifs portent des perruques, donc, et il y a des musulmanes qui portent le foulard. Donc, pas toutes, et c'est la liberté de chaque femme, de le porter ou de ne pas le porter. Et personne ne doit les juger, et personne ne doit s'immiscer dans leur choix, qui est un choix de liberté. La problématique, c'est une femme qui est obligée et qui est forcée. Une femme qui est forcée ou obligée, on doit être à ses côtés, pour que personne ne la force ou ne l'oblige. Mais une femme qui décide de son libre arbitre, avec sa libre conscience, c'est son choix. Et quand on est féministe, on respecte les femmes telles qu'elles ont décidé de s'habiller, de se vêtir et de mener leur vie. On les respecte. Donc, encore une fois, ça c'est dit. Mais quand la France donne le sentiment d'être un pays où les discriminations sont courantes dans la vie quotidienne pour obtenir un emploi, obtenir un logement, les contrôles aux faciès, ça reste un grand pays. Parce qu'on ne généralise pas. Et on n'a pas généralisé. Ça reste un pays qui a de belles valeurs, universalistes. Ça reste un pays avec des femmes et des hommes remarquables de toute origine, et des Français de souche qui sont accueillants, pas racistes. Et d'ailleurs, la France est un pays accueillant globalement, qui accueille et qui a bien accueilli au cours des dernières décennies. Donc, il faut rappeler les vagues d'immigration. Donc, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Polonais, les Maghrébins, l'Afrique subsaharienne. Donc, la France est un grand et beau pays. Mais il y a des comportements qui abîment le pays. Il y a des comportements qui donnent une image négative de la France. Et ces comportements, la Cour européenne des droits de l'homme, elle les note. Et elle les indique dans des rapports. Il en est de même dans les prisons. Mettre quelqu'un en détention, ça ne veut pas dire lui enlever toute dignité. Or, l'Observatoire international des prisons, l'OIP, a souvent sanctionné la France sur la surpopulation carcérale. Il y a 62 000 places, il y a 74 000 détenus. Donc, on a des cellules où il devrait y avoir 2 personnes ou 4 personnes, il y en a 6, il y en a 8. Donc, c'est pas la France, ça. Donc, la France, il faut qu'elle continue de porter ses valeurs, donc ces valeurs qui sont des valeurs humanistes, tout en appliquant de la fermeté, de l'autorité lorsque c'est nécessaire. Donc, mais on peut appliquer de l'autorité dans le respect, dans la dignité. Et on a une droite extrême, une extrême droite, si on les écoute, l'immigré, c'est le bouc émissaire. C'est la faute de tous les problèmes du pays. Tous les maux MAUX sont nés par l'immigration, par la présence des musulmans, par la présence de l'altérité, de celui qui est différent. Donc, or, aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'en France, celui qui a un faciès maghrébin n'est pas un étranger. Et la plupart du temps, il est français. Celui qui a un faciès d'Afrique subsaharienne, il est français également. Celui qui est musulman aujourd'hui, il est français. Donc il faut que ces gens-là comprennent que dans la communauté nationale qu'on appelle la France, il y a des gens d'horizons différents, d'histoires différentes, de religions différentes, de faciès différents. Et que ça n'en fait pas moins des Français que les autres. Et qu'il faut cesser ces discriminations. Parce que c'est la mise à mal du pacte national, du pacte républicain, du pacte du vivre ensemble. Alors, si le racisme doit se développer, prendre sa place dans la vie politique française, alors c'est inquiétant. Parce que si on a en 2027 un parti raciste au pouvoir, oui, les problèmes vont s'accroître, les problèmes seront plus grands. Il y aura de moins en moins de cohésion, les gens se regarderont avec défiance, donc ils se méfieront des uns des autres. Mais c'est pas ça un grand pays. Et c'est pas ça le choix que les Français, à mon avis, souhaitent faire. Les Français souhaitent faire un pays qui restaure l'autorité, qui sanctionne ceux qui doivent être sanctionnés, qui sont nommés les délinquants. Mais c'est quand on combat la délinquance, on combat pas un faciès, on combat pas une couleur de peau, on combat pas une religion. Sinon, on fait fausse route, on fait tout faux. Or, certains, tu les entends parler, quand ils mettent le mot délinquance dans un débat, ils mettent à côté le mot immigré. Ils mettent à côté le mot musulman, ils mettent à côté le mot banlieue, jeunes de banlieue. Donc c'est insupportable. C'est insupportable. Donc si on doit combattre les extrémismes religieux, on doit les combattre avec la même force sans les confondre avec les religieux. Si on doit combattre la délinquance, on ne doit pas mélanger les territoires. Oui, il y a des délinquants en banlieue, oui. Il y en a aussi dans les centres-villes. Il y en a aussi en zone rurale aujourd'hui. Oui. Donc, et il y a de la délinquance en col blanc. Vous voulez qu'on parle de la délinquance en col blanc? Donc les gens qui sont à la tête de grandes entreprises et qui détournent des millions d'euros,
donc délinquance financière, les gens qui ont dirigé le pays et qui sont sanctionnés par la justice, des ministres, des présidents de la République, ben oui, ça existe aussi. C'est la délinquance en col blanc. C'est ceux qui ont bafoué les règles de la République, qui les ont outrepassées. Bon, ben alors, donc, est-ce qu'on les renvoie à leurs origines? Est-ce qu'on dit le délinquant Nicolas Sarkozy d'origine hongroise? Est-ce qu'on suspecte que c'est cette culture? Mais non, voyons Karim. Mais non, parce que là on dit même c'est injuste. Vous vous rendez compte, on lui a enlevé la Légion d'honneur. Ah, quel scandale, il a été président de la République. Mais attendez, il y a une règle qui dit que quand on est condamné, on n'a pas le droit à avoir cette distinction. Alors il faudrait faire des entorses en permanence. Entorse pour Nicolas Sarkozy parce qu'il a été président de la République, on lui enlève pas sa Légion d'honneur. Entorse pour Marine Le Pen, pas d'inéligibilité parce qu'elle est candidate à la présidentielle. Ouais, mais en fait on fait comme pour le droit international, tu sais, avec les États-Unis, Israël. Le droit international c'est bon pour les autres, c'est bon pour les pays du Sud global, mais c'est pas bon pour nous. Mais là c'est pareil. Les règles françaises sont bonnes pour les petits jeunes de banlieue, pour les immigrés, pour les pauvres gens, les gens honnêtes. Hein, donc la France des gens honnêtes, ça te parle ça? Donc la France des gens honnêtes. Oh combien? Donc il y en a un qui fait une campagne sur ça. Et pour lui les gens honnêtes, ils ont une faciès. Donc ils appartiennent à une certaine caste. Ben non, il y a des gens honnêtes partout et des gens malhonnêtes partout, dans tous les milieux, de toutes les origines, avec toutes les croyances. L'humain c'est l'humain et il faut le regarder avant tout tel quel. Et il faut lui enlever tous ses habits ethniques, communautaires, territoriaux, parce que on a tendance en France à mettre les gens dans des cases. Ah, le jeune qui vient en banlieue, qui a pas trop fait d'études, qui a un faciès de maghrébin ou d'Afrique subsaharienne, qui a une petite barbichette. Alors, soit s'il roule au volant d'une belle voiture, il est trafiquant de drogue, soit il est islamiste et il est financé par les réseaux intégristes. Non, arrêtez. C'est un jeune Français qui a une barbichette, qui a peut-être travaillé dur, qui a eu des diplômes, qui a une belle place dans une entreprise, qui a un cadre dynamique et s'est fait plaisir de s'acheter une belle voiture parce que son papa était ouvrier et il n'a pas eu la possibilité d'en avoir. C'est tout. Ça existe aussi. En fait, il y a des gens qui doivent comprendre que si on souhaite que la jeunesse française ait le rêve français, comme il y a un rêve américain, vous savez, il y a un rêve américain, on dit aux États-Unis que tu sois italo-américain, irlando-américain, hispanique-américain, afro-américain, on a la possibilité de rêver, de partir de rien pour réussir. Bien sûr. Ben oui, il faut peut-être faire pareil pour la France. Il faut peut-être plutôt ériger en héros, en référence, les jeunes de banlieue qui ont réussi dans tous les domaines, et pas simplement la musique, pas simplement le stand-up, pas simplement les influenceurs. Il y a d'autres secteurs où ils réussissent, pas simplement le football. Donc il y en a qui réussissent magnifiquement bien dans le monde de l'entreprise, magnifiquement bien dans le monde, je dirais, de l'entreprise privée ou dans la fonction publique, qui ont des parcours fabuleux, magnifiques, méritants. Mettons-les en avant, ceux-là. Ça, c'est la France qui avance, c'est la France qui vit bien. Cette France-là, on dirait que les médias n'ont pas envie d'en parler. Ils parlent que des trains qui arrivent en retard, alors qu'on a 98% de trains qui arrivent à l'heure. Parlez-moi des trains qui arrivent à l'heure, de la belle réussite de celui qui est un grand médecin, de celle qui a fait des études universitaires, qui porte le foulard, mais qui est dans une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle au service d'une entreprise française. Il y en a plein d'exemples positifs, plein. Il y en a assez de ces médias qui nous donnent le sentiment qu'il n'y a rien qui marche, qu'on ne peut pas vivre ensemble, qu'il faut qu'on s'affronte, qui attisent les haines. C'est insupportable, Adil Farkan. Insupportable. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.